Notre affaire prend place à Lantana, État de Floride, aux États-Unis. Rebecca Davila voit le jour le 11 mars 2000 à Miami. Rebecca est la fille de Gloria Davila. Elle est la seconde d'une fratrie de 3 sœurs, entre Jasmine et Sophia. L'identité du père de famille n'est pas connue, mais les filles sont toujours en contact avec lui. Gloria est originaire du Guatemala précisément. Elle y a vécu jusqu'au début de son adolescence, période durant laquelle sa famille et elle ont déménagé. Les Davila vont déménager jusqu'aux États-Unis, à Miami. C'est d'ailleurs au sein de cette même ville qu'elle y a fondé son propre foyer. Décrite comme ayant un grand cœur, Rebecca a depuis petite un intérêt pour les autres. Et pas seulement pour les êtres humains. La fillette s'occupe souvent d'animaux errants et même blessés. Franchement, ce genre de personnes qui prennent soin des animaux, chapeau. J'ai juste à vous dire chapeau. À chaque fois que je vois des gens avoir un amour inconsidérable envers ces petites bêtes, franchement, moi, ça me fait chaud au cœur. Donc franchement, je trouve ça beau ce qu'elle fait. Comme je le disais, elle prend soin des animaux errants et même blessés. Rebecca tient à prendre soin de ces petites bêtes jusqu'à leur rétablissement. Ça montrait à quel point elle avait un grand cœur. Et elle a aussi l'impression de s'entraîner pour son futur rôle de maman, idée qui lui tient à cœur. La jeune fille a une personnalité telle qu'il est impossible de passer à côté sans être touché. Rebecca est très sociable et se fait des amis facilement. Son empathie, sa sympathie la rendent spéciale aux yeux des membres de son cercle très proche. Elle est toujours présente, que ce soit dans les bons et les pires moments. Et surtout, elle n'hésite pas à prendre la défense de ses proches et même dans les situations les plus dangereuses. Rebecca étudie à la Boynton Beach High School de Boynton Beach. Elle peut ainsi développer davantage ses capacités. D'ailleurs, la lycéenne est une jeune femme qui allie talent et une très belle personnalité. Elle pratique divers sports, s'illustrant même en compétition. La jeune femme est aspirante mannequin et capitaine d'un groupe de jeunes prodiges. Ses activités sont récompensées par de nombreux prix. Elle est notamment couronnée reine du bal de promo au lycée. Suite à l'obtention de son diplôme, la jeune femme rejoint la Palm Beach State College. Elle rejoint un cursus médical dans l'idée de devenir infirmière. En parallèle de ses études, Rebecca se trouve un emploi de technicienne et écoutez bien, en électroencéphalographie. Oui, c'était dur à dire, je m'y suis repris à plusieurs fois, donc ne me jugez pas, bande de moldus. Essayez de le dire rapidement pour voir vous, qu'on rigole un peu. Et envoyez-moi ce petit message sur Instagram, faites-moi un vocal et envoyez-moi ça. Moi aussi j'ai envie de vous voir souffrir. Donc je vous attends sur mon Instagram Mogota-sama. Électroencéphalographie. Ah, c'est pas mal. Bref, on reprend cette vidéo. En quelques mots, l'électroencéphalogramme, là c'est pas mal, permet de mesurer et enregistrer l'activité électrique du cerveau. Rebecca exerce au sein de JFK Medical Center à West Palm Beach. Du côté de sa vie privée, Rebecca est fiancée à Mark Span depuis 3 ans. Ce dernier vit d'ailleurs sous le toit de la famille Davila. La jeune femme est également très proche de sa famille. Elle va nouer d'ailleurs une relation très particulière avec sa benjamine, Sophia. Maintenant, je vais vous présenter la seconde protagoniste. Sophia Davila est née le 15 juin 2001 à Miami également. Sophia a des talents semblables à son aînée, si ce n'est supérieur dans le domaine sportif. Elle pratique de nombreux sports et ce depuis son plus jeune âge. La jeune fille fait de la gymnastique et gagne 5 médailles d'or à seulement 8 ans. Elle est tout aussi aguerrie au volleyball, au basket, au football et au softball. Mais quand je vois ça, je me dis mais qu'est-ce que t'as raté Mogo dans ton enfance ? Elle a un parcours incroyable. Et toi, tout ce que tu faisais, c'était manger. Voilà, on en est là. Les racines du gros que je suis viennent de là. De mon enfance, à manger, à manger. À manger, voilà. Moi, j'avais pas la carrière de cette fameuse Sophia. Loin de là. Comme vous le voyez, elle était très sportive. Sa rapidité et son endurance sont des atouts. Elle est impliquée au sein de chaque équipe et motive ses coéquipières. Et sa personnalité est tout aussi charmante. Sophia est réputée pour son sourire communicatif. Les personnes qu'elle rencontre ont tendance à vouloir apprendre à la connaître. À l'instar de sa sœur, elle est à l'écoute, ce qui fait d'elle une confidente de choix. Sophia est scolarisée dans un premier temps à Atlantic Senior High School à Port-Orange. Elle rejoint ensuite la même université que sa sœur à Palm Beach State College. La jeune femme aspire à son tour à une carrière dans le domaine médical. L'étudiante souhaite devenir thérapeute respiratoire comme sa mère et sa grand-mère avant elle.
Son désir était d'aider les autres plus que tout. Désormais inscrites dans la même université, Rebecca et Sofia ont l'occasion de passer du temps plus ensemble. Il s'avère que les deux sœurs ont même travaillé dans le même restaurant, à Delray Beach. Rebecca et Sofia sont très complices. Elles se ressemblent d'ailleurs comme deux gouttes d'eau. Sofia n'a pas une vie amoureuse qui est très stable. On lui connaît une histoire sur la durée avec un certain Anthony Stout dès 2018. Sofia et le jeune homme de 23 ans ont une relation complexe. Ils se mettent ensemble et se quittent à de multiples reprises. On ne sait pas réellement ce qui motivait ces ruptures et ces réconciliations. La relation explosive est connue des proches de Sofia. Certains souhaitent même que le jeune homme disparaisse à jamais de sa vie. Le 22 juillet 2020, les autorités du comté de Palm Beach reçoivent un appel un peu avant 9 h. C'est une jeune femme à l'autre bout du fil. Elle se nomme Rebecca et elle indique que l'ex-petite amie de sa sœur se trouve au domicile familial. Le jeune homme, Anthony, est enfermé dans la chambre de sa sœur Sofia avec cette dernière. Rebecca est inquiète car elle a su par l'intermédiaire de sa sœur que ce dernier était armé. Sofia bénéficie d'ailleurs d'une ordonnance restrictive contre son visiteur. Une personne du 911 tente d'obtenir un maximum d'informations. Elle questionne Rebecca, notamment sur la tenue vestimentaire d'Anthony. La jeune femme ne peut pas répondre, n'étant pas présente lors de l'arrivée du visiteur. Rebecca venait de rentrer à la maison après avoir déposé son petit ami à son travail. La jeune femme interpelle même sa sœur durant l'appel afin de savoir comment est vêtu Anthony. La personne du 911 appelle à plusieurs reprises son interlocutrice afin qu'elle revienne vers elle. L'appel téléphonique va s'arrêter peu après. Un autre appel intervient en parallèle du 911. L'homme explique avoir entendu des hurlements provenant du domicile d'une famille tout juste arrivée dans le quartier. Ces cris déchirants ont par ailleurs été suivis de coups de feu. Des agents de police sont envoyés sur place immédiatement. Ils devaient faire vite et ne pas perdre une seule seconde. Quelque chose de sombre était en train de se produire, ils devaient faire vite. Et ça n'a pas manqué, c'était une véritable scène d'horreur qui les attendait. 2 corps de jeunes filles sont retrouvés dans la maison. Elles ont toutes les deux été tuées par balle, peu avant l'arrivée des secours. L'agresseur en question, le dénommé Anthony, n'est plus présent. Les enquêteurs doivent absolument retrouver le prénommé Anthony Stout. Rebecca l'a nommé au cours de son appel, auprès du numéro d'urgence. L'homme a disparu rapidement des lieux, ce qui peut laisser penser qu'il possède un véhicule. Effectivement, une recherche rapide permet d'identifier une voiture enregistrée à son nom. Les quelques recherches annexes réalisées ne présentent rien qui vaille. L'individu n'est pas connu des services de police. Le signalement est transmis aux autorités du secteur. Il y a de fortes chances pour que le suspect disparaisse. Ici, je vais vous présenter l'homme qui nous intéresse désormais. Anthony Stout est un ancien prodige de football américain. Il pratique ce sport à l'Atlantic High School. Son talent lui permet d'obtenir une bourse. Le jeune homme poursuit ses études à Keiser University. Mais la situation évolue tristement. Anthony ne se plaît pas dans son nouvel environnement. La santé mentale de l'étudiant va finir par basculer. Il sombre par la suite dans l'alcool, compromettant sa carrière de footballeur. Le sport ayant un lien direct avec son parcours universitaire, tout s'arrête. On ne sait pas de quelle manière il a fait la connaissance de Sofia. C'est pourtant vers cette période qu'il fait la connaissance de la jeune femme. Le lendemain de la découverte des corps, le bureau du shérif de St. John reçoit une alerte. Un véhicule correspondant à celui d'Anthony a été repéré. Les autorités sont sur le qui-vive. Pourtant, ce n'est que quelques heures plus tard que le véhicule est repéré à 300 km au nord de Lantana. Les policiers communiquent entre eux afin de suivre sa progression. Des routes sont verrouillées afin que des stop-ticks soient placés sur les voies. Ces dispositifs permettent de dégonfler les pneus et pourront ainsi interrompre la fuite d'Anthony. Des agents se placent au niveau des appareils mis à leur disposition. Ils attendent l'arrivée du suspect, préparés à le recevoir. Il est temps que la chasse à l'homme se termine et que l'homme s'explique sur sa présence chez les Davila. Alors que le véhicule d'Anthony fait son apparition, tout le monde retient son souffle. Mais Anthony ne semble pas décidé à se faire prendre. Il repère les voitures de police au loin et les agents qui tentent de l'attraper. L'homme va faire marche arrière pour ne pas se laisser piéger. Cependant, l'homme conduit à vive allure et son demi-tour n'est pas aussi bien contrôlé qu'il ne l'aurait souhaité. Il percute de plein fouet le garde-fou sur la route. La voiture s'immobilise totalement. La voie se fige pendant quelques instants.
Les agents de police se demandent si Anthony va sortir de lui-même de l'habitacle. Mais ce n'est pas du tout ce qu'il va faire, il ne voulait pas se rendre. Quelques officiers approchent armes en main afin d'intercepter l'homme. Un coup de feu va retentir, perçant l'atmosphère. Il provenait de l'intérieur du véhicule. L'image d'Anthony se révèle et fait froid dans le dos. Il a une blessure à la tête. Son pistolet repose juste à côté de lui. Il s'est retourné l'arme contre lui et a tiré. Anthony est directement conduit à l'hôpital d'Orange Park de toute urgence. Cependant, les secours n'ont rien pu faire pour lui. Il était déjà trop tard. Le décès est déclaré le même jour, vers 20h. L'affaire va prendre une nouvelle tournure. Le principal suspect est mort. De nombreuses personnes sont démunies. Malgré ça, l'enquête se poursuit. Les investigations prennent d'ailleurs une tournure effroyable. Il s'avère que Rebecca s'est rendue au tribunal en septembre 2019 afin de dénoncer des actes violents. Ces derniers sont l'œuvre d'Anthony Stout. Rebecca assure qu'elle a à la fois peur pour sa sœur et peur pour sa propre vie. Comme sa sœur et elle sont toujours ensemble, Rebecca fait une demande d'ordonnance restrictive. Sophia avait bien trop peur pour mener à bien la procédure. Les documents fournis par la jeune femme racontent une situation survenue peu de temps auparavant. Rebecca se trouvait avec sa sœur, son petit ami et un ami à Ivy Palm Beach quand Anthony est arrivé. L'homme souhaitait discuter avec Sophia, mais Rebecca est intervenue. Anthony n'a pas supporté d'être dérangé. Il a attrapé Sophia et a violenté l'ami et le petit ami de Rebecca. Mais voyant qu'il n'arrivait pas à ses fins, l'homme profère des menaces à l'encontre des deux sœurs. L'acte n'était pas une situation isolée. Anthony a déjà tenté plusieurs approches inquiétantes auprès de Sophia quelques mois plus tôt. En mai 2019, Sophia se trouvait en présence d'un ami quand Anthony a fait éruption. Le duo se trouve dans la voiture de l'ami, donc l'homme décide de les suivre avec son véhicule. Il s'avère que Sophia et son ami se rendent au domicile de l'époque des Davila. Les deux véhicules se stationnent. Anthony quitte son véhicule avec un marteau en main. Alors ne me demandez pas d'où il a sorti cette arme, ça n'a aucun sens. De toute façon, faut vraiment être dérangé pour avoir ce genre d'arme dans son véhicule. C'est que forcément, t'allais faire du mal un jour ou l'autre, et surtout au vu de son profil. Il s'approche du véhicule de l'ami de Sophia, alors que les deux amis quittent le leur. Anthony formule une menace à leur égard. L'homme demande au duo s'il est en train de jouer avec lui. Les deux amis ne comprennent pas ce qui se passe. Anthony, agacé de voir Sophia en compagnie d'un autre homme, bouscule son ex. Il brise par ailleurs un feu arrière du véhicule avant de quitter les lieux. 2 semaines plus tard, Anthony pénètre carrément au domicile familial. Il est à la recherche de Sophia. Personne n'était au courant de sa venue, pas même l'intéressé. D'ailleurs, il n'a pas attendu d'être invité pour faire son entrée. Une autre fois encore, Anthony retrouve la trace de son ex-conjointe. Cette dernière participait à un événement. L'homme la retrouve et l'attrape. Mais Sophia n'était pas seule. Rebecca s'interpose mais ne fait pas le poids face à Anthony. Ce dernier la renverse et tente de la frapper alors qu'elle était au sol. Les autorités judiciaires sont réceptives quant à la situation des deux sœurs. Anthony apparaît comme une personne dangereuse, même au-delà. L'ordonnance restrictive est appliquée dès le mois suivant, soit en octobre 2019. La perte des deux sœurs est un profond choc pour leur famille et leurs amis. Les membres de la famille, dont la mère des deux jeunes filles, ont du mal à s'exprimer face à l'événement. Une veillée est organisée le 25 juillet 2020 en l'honneur des deux sœurs. Une cagnotte GoFundMe est ouverte afin d'aider les proches à financer les obsèques. C'est au total la somme de 14 000 $ qui est récoltée. Rebecca et Sophia sont incinérées à l'issue d'une cérémonie privée. Lazzaro Ponce, l'oncle des filles, témoigne auprès de la presse alors que la tragédie vient de toucher sa famille. L'homme est profondément choqué face à la situation. Il assure que tout ceci aurait pu être évité si la justice avait correctement fait son travail. Je ne comprends pas comment un criminel reconnu coupable peut mettre la main sur une arme. Je ne comprends pas comment il a fait ce qu'il a fait aujourd'hui et causer autant de douleur. C'est ce qu'il va indiquer à la CBS 12 News. L'homme endeuillé a lui-même tenté de tirer Sophia de sa relation destructrice. Comble de l'horreur, l'homme révèle que ce sont les proches des jeunes femmes qui ont procédé au nettoyage. Pour les juges, j'aurais aimé que vous veniez chercher les corps. J'aurais aimé que vous soyez là pour nettoyer le sang avec moi dans le couloir. C'est une catastrophe. Vous avez échoué dans le système. Vous avez tout raté. Vous en êtes responsable. Comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, Anthony n'est pas inconnu des services de police. Au moment des faits, l'homme est en probation. En 2018, l'homme se présente à la pizzeria où sa petite amie de l'époque est employée. Anthony est visiblement remonté.
sans qu'on sache les détails. Il va hurler dans le restaurant, demandant où la jeune femme se trouve. Un collègue entraîne la petite amie en question dans les toilettes du restaurant et verrouille la porte. Mais une simple porte ne peut pas résister à l'imposante carrure d'Anthony. Le jeune homme enfonce la porte et tire le collègue hors de la pièce. Il pénètre dans les toilettes et va battre brutalement sa petite amie. La scène n'aurait pas duré plus d'1 minute, mais c'était un temps beaucoup trop long pour la jeune femme qui recevait les coups. Anthony quitte ensuite l'établissement. C'est là qu'on voit à quel point cet homme, et excusez-moi les termes, était une véritable merde. Ouais, j'ai pas peur de le dire, c'était une merde. Quand tu vois qu'il a déjà battu sa petite amie de l'époque et qu'il va tuer par la suite 2 femmes, c'est une merde, tout simplement. La police sera par la suite prévenue et l'homme sera incarcéré. Les blessures de la victime sont à la hauteur de l'agression. La jeune femme a la partie gauche du visage gonflé, ainsi que son œil droit. On suspecte même une fracture du nez et du nerf orbital droit. Anthony n'a eu aucune pitié pour elle. Il n'a retenu aucun de ses gestes, alors même qu'il y avait au moins un témoin dans la pizzeria. La victime obtient une ordonnance de protection à l'encontre de celui qui est désormais son ex-compagnon. L'agresseur est présenté au tribunal le lendemain des faits. Anthony a alors 2 chefs d'accusation de coups et blessures ainsi qu'un chef pour intrusion. Le jeune homme se retrouve sous probation pendant une période de 9 mois. Il doit alors ne faire aucune erreur judiciaire. Cette première expérience avec les autorités n'encourage pas le concerné à se maintenir. Les autorités de Boynton Beach sont contactées au sujet d'Anthony. Ils trouvent le moyen de se rapprocher de son ex-conjointe. Anthony l'a contraint à entrer dans sa voiture et l'a menacé de mort. Il l'a conduit ensuite dans son appartement où des agents de police se rendent pour déjouer la situation. 1 heure de négociations sont nécessaires. Malgré la libération, la jeune femme ne va pas déposer plainte. Anthony agresse Sofia le 22 novembre 2019. Il va ainsi rompre la mesure de protection de cette dernière. La jeune fille est attrapée par son ex-conjoint et il lui avait également jeté une bouteille d'eau. S'il n'est plus sous le coup de sa probation, Anthony est récidiviste. L'homme fait un séjour de quelques mois derrière les barreaux. Emprisonné en décembre 2019, il avait recouvré la liberté le 3 juillet. La famille Davila avait déménagé le mois précédent la tragédie. La mère de famille souhaitait s'éloigner de la ville de Miami qu'elle estimait trop dangereuse. Elle souhaitait un environnement plus serein pour ses filles. Jasmine, la sœur de Rebecca et Sofia, poursuit aujourd'hui une carrière dans la chanson. Elle poste des clips de ses chansons depuis 2018 sur YouTube. Le 19 novembre 2020, elle sort In My Feeling, un morceau qu'elle dédie à ses sœurs disparues. Hold up, wait a minute, 'cause I'm in my feelings. Old talk, real cheap, who the fuck you kidding? La chanson encourage les victimes de violences domestiques à dénoncer les abus qu'elles subissent. On se retrouve pour la conclusion de cette affaire. Ici, malheureusement, ces pauvres sœurs ont fait face à un véritable monstre. Et cette affaire me tient particulièrement à cœur parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup trop de violence envers les femmes. Donc vous qui m'avez écouté, si vous connaissez des femmes qui sont dans cette situation, n'hésitez pas à les aider. N'hésitez pas à leur dire qu'elles ne doivent pas se laisser faire. C'est hyper important et ça permettra peut-être de sauver des vies. Parce que bon sang, il y a des personnes vraiment mal famées sur cette terre. Donc s'il vous plaît, n'hésitez pas à partager cette vidéo à un maximum de personnes. Rebecca et Sofia étaient 2 sœurs qui étaient dans la vingtaine. Seulement 1 année les séparait et pourtant il n'y avait aucune barrière entre elles. Elles avaient toutes les 2 la passion du sport et projetaient de suivre de grandes études. Les 2 étudiantes étaient la fierté de leurs proches, en particulier leur mère. Si tout leur réussissait, il y avait cependant une ombre au tableau. Sofia était tombée amoureuse d'un jeune homme, pas tout à fait sain, Anthony Stout. Si l'homme brillait sur le terrain du football américain, la vie étudiante ne lui convenait pas. Cette situation avait un gros impact sur sa santé mentale. L'homme se révèle contrôlant dans sa relation amoureuse avec Sofia, une situation qui n'était qu'une répétition de ce qu'il a déjà connu. Mais Sofia avait une alliée auprès d'elle, sa sœur aînée. Rebecca veille à la protéger, au point d'entreprendre des procédures judiciaires en son nom. Elle avait peur pour la vie de sa sœur et même pour la sienne. Anthony mettra malheureusement ses menaces à exécution. Il débarque au domicile familial et tue les 2 sœurs par arme à feu. Le lendemain, à 2 doigts de se faire prendre, il prend son arme, la retourne contre lui et se tire une balle dans la tête. L'homme va mourir le lendemain de son crime, sans avoir répondu de ses actes. Mes pensées vont aux victimes ainsi qu'à leurs proches. Rebecca et Sofia n'ont malheureusement pas eu justice. Le meurtrier des sœurs Davila s'est donné la mort.
Ces jeunes femmes avaient la vie devant elles. Elles étaient toutes les deux ambitieuses, sérieuses, travailleuses. Leur mort a été non seulement un choc pour leur propre famille, mais pour le pays tout entier. Peter Chapman est né à Darlington, dans le comté de Durham, en Angleterre. Il a été élevé par ses grands-parents dans le quartier voisin de Stockton-on-Tees. Malgré l'absence de ses parents dont on ne sait absolument rien, il passe une enfance de ce qu'il y a de plus normal. Il n'y a rien à signaler. Pourtant, d'après un ancien camarade du collège, Chapman devient très vite un adolescent à problème. On était de la même année. Je me souviens qu'il avait des problèmes de comportement et a été expulsé plusieurs fois. Il avait toujours des problèmes. Il venait en cours que quand il en avait envie et les services sociaux ont été impliqués. C'était un solitaire. Personne ne l'aimait vraiment. Il était juste bizarre, une nuisance. Ça ne m'a pas du tout surpris quand j'ai appris que c'était lui. Ça me donne des frissons de penser que j'étais à la même classe que lui, à la même table. À seulement 15 ans, il est une première fois accusé d'agression sexuelle. 4 ans plus tard, à 19 ans, il est accusé du viol d'une jeune fille à son école. Il l'a violée après s'être lié d'amitié avec elle. Pour une raison obscure, peut-être en raison de l'âge ou d'un manque de preuves, les deux cas ont finalement été abandonnés. Peu de temps après l'abandon de ces deux affaires, Chapman, 19 ans, est cette fois-ci arrêté et incarcéré pour le vol et le viol de 2 femmes qui étaient liées à un réseau de prostitution commis dans l'espace de 2 jours. Bah, ça commence très fort cette histoire. Et c'est tellement triste d'entendre tout ça. À seulement 15 ans, il va commettre de tels actes. C'est tellement jeune, mon Dieu. Moi, dans ce genre de cas, ce que je me demande, c'est pourquoi il va faire ça, sérieux? Qu'est-ce qui va le pousser à tout ça? C'est effrayant de se dire qu'il va commettre de tels actes sans aucune raison. Il y a forcément un truc et on va essayer de creuser un peu plus. Chapman était probablement animé d'un sentiment d'impunité après avoir échappé à la justice. Il agresse par la suite 2 femmes en leur mettant un couteau sous la gorge et en les forçant à commettre des actes sexuels. Après avoir fait ça, il va les voler puis s'enfuir. Il commet ses crimes d'une façon si arrogante qu'il s'est permis de raconter sa première agression. Ça datait de 2 jours plus tôt et lui, tranquillement, il va en parler à sa deuxième victime. Donc forcément, il se fait vite attraper par la police qui ne vont pas du tout le lâcher. Il est jugé coupable pour viol et kidnapping. Il est condamné à 7 ans dans un institut pour jeunes délinquants, où tout le monde dira que c'est un danger pour les femmes. Malgré tout, il purgera seulement 3 ans de prison. Chapman est inscrit sur la liste des délinquants sexuels, mais il est libre. Il est alors supposé être surveillé par un policier. Mais ce dernier n'a jamais effectué correctement son travail, faute d'avoir reçu la formation nécessaire. Ces circonstances amènent Peter Chapman à s'en tirer plus qu'il n'aurait dû. Si on résume tout ça, à 22 ans, Chapman est complètement libre. Et ce, malgré un minimum de 4 victimes. Sans grande surprise, dès sa sortie de prison, il poursuit sa série d'agressions et de vols en ciblant plusieurs femmes. Bon là, je me dois de vous poser la question. Qu'est-ce que vous en pensez sérieusement? La justice va le libérer et ce malgré qu'il a commis des agressions sexuelles au bout de 3 ans d'emprisonnement. Je trouve ça particulièrement abusé sachant ce qu'il a fait. Et là on le sait très bien, il y a un risque de récidive tellement énorme, c'est juste effrayant. En 2002, il déménage à Merseyside pour vivre avec sa nouvelle petite amie qui a déjà un jeune enfant. Malheureusement pour Peter, mais heureusement pour elle, elle le mettra à la porte. Juste après qu'elle ait découvert qu'il a été classé comme délinquant sexuel. Un psychiatre dira que cette expérience a pu servir de catalyseur. Ça a développé sa haine envers toutes les femmes, qu'elles soient prostituées ou non. Ce même spécialiste ajoutera la phrase qui suit. Cette situation l'a amené à penser, c'est elle qui m'a quitté, c'est de sa faute. Et il est possible que ce soit à cause d'elle que sa rage s'est déplacée envers toutes les femmes. À mon avis, vu ce qu'il avait commis auparavant, il était déjà rempli de plein d'idées sombres, et ce même avant que sa copine le quitte. Il était instable, et qui sait ce qu'il aurait pu faire s'ils étaient restés ensemble. Toujours en 2002, il est de nouveau arrêté, soupçonné encore une fois du viol et du vol d'une travailleuse du sexe. Un an plus tard, il récidive sur une adolescente également prostituée. Encore une fois, les 2 cas sont abandonnés. Personnellement, j'ai perdu le nombre de fois où il aurait pu être enfermé. Mais malheureusement, la police l'a laissé filer. On en est à 3 ou 4, je crois. Donc la justice avait l'occasion de l'enfermer à plusieurs reprises. Mais comme on peut le voir, ça s'est jamais fait. Ils vont rater toutes ces occasions alors que le mec est classé comme un danger pour les femmes. Il aurait dû être surveillé bien plus que ça. La justice savait que c'était un danger pour les femmes. C'était un réel danger pour la société. Et ils n'ont pas pris les mesures suffisantes pour s'assurer que ça ne recommencerait pas. Peter Chapman s'en prenait principalement à des prostituées qui souvent sont considérées comme responsables de leur malheur, voire même comme des citoyennes de seconde zone, et rejetées par la justice de plein de pays. Donc pour lui c'était tout bénef, il savait exactement où viser pour avoir le moins de risques possible. En 2003 il est de nouveau soupçonné dans une affaire de viol, en train de menacer avec un couteau, et les charges sont de nouveau abandonnées. Alors je veux bien qu'il y ait un manque de preuves, mais là on a les victimes qui sont encore en vie et qui ont potentiellement désigné leur agresseur. Au bout d'un moment ça fait quand même beaucoup de coïncidences, mais apparemment ça inquiète pas encore la justice. En 2004, au lieu d'être enfermé pour ses crimes, Peter Chapman est tout de même enfermé pendant 1 an et demi, mais simplement parce qu'il n'avait pas respecté les règles relatives aux délinquants sexuels. Les
délinquants inscrits doivent normalement signaler toute absence de 7 jours au plus de leur résidence principale ou secondaire. En 2005, à l'âge de 26 ans, il déménage à Liverpool, quand 2 ans plus tard, il fera son retour au comté de Durham. En 2009, Chapman est impliqué dans un délit de fuite. Même s'il est alors sans abri, il possède une voiture dans laquelle il vit. Ce délit de fuite met Peter sur le radar de la police. D'ailleurs, c'est assez triste de voir qu'un délit de fuite a plus d'importance qu'une agression sexuelle aux yeux de la police. Comme quoi la justice parfois, ça laisse vraiment à désirer. Là on est sur quelque chose de vraiment grave, donc il faut mettre un sens aux priorités sérieux. Bref, comme il est sans abri, il reste très difficile à trouver. À ce moment-là, les autorités pensent qu'il avait fui à plus de 300 km. Pendant ces dernières années, la rage de Chapman contre les femmes n'a pas baissé. Il cherche toujours de nouvelles façons de faire des victimes. C'est alors qu'il se met à se servir d'internet, et surtout du début des réseaux sociaux, notamment Facebook qui existait depuis 5 ans. Il va utiliser internet comme un nouveau moyen de faire du mal à de jeunes femmes. Comme je le disais, à ce moment, internet est encore assez jeune, et la plupart des réseaux sociaux d'aujourd'hui n'existent même pas. La plupart des utilisateurs ne sont même pas au courant des dangers qu'on peut y rencontrer, et encore moins les adolescentes. Et ça malheureusement, ça va avoir des conséquences catastrophiques. Peter Chapman est sur le point de commettre l'irréparable. En 2009, Chapman a 33 ans, il est seul, sans emploi et sans abri. Il est très aminci et vit dans sa voiture. Il a donc peu de chances de rencontrer des femmes. C'est alors qu'il décide de se tourner vers Internet. Angela Clark, une écrivaine qui faisait alors des recherches sur les dangers d'Internet pour ses romans, dira les choses suivantes. Les choses escaladent encore. Il est comme un drogué qui a besoin d'un shoot. Il a besoin de faire le prochain gros coup. C'est ce qui arrive. Il essaie de faire en sorte que ces jeunes filles auxquelles il ment sur internet le rencontrent. Malgré son casier judiciaire, Chapman a trouvé le moyen de participer à un cours d'informatique. Il profite de ce programme pour créer un faux compte en ligne, afin de tromper des jeunes filles. En ligne, Chapman se fait appeler Peter Cartwright ou DJ Pete. Il utilise les photos d'un adolescent assez séduisant. Il dit qu'il a 17 ans et fait en sorte que de jeunes filles lui envoient des photos. Angela Clark ajoutera: au moment de contacter sa future victime, il a 3000 amis sur Facebook, uniquement des femmes. Elles ont toutes de 13 à 31 ans. Une première fois, Peter Chapman va tenter de kidnapper une adolescente. Il est en contact depuis quelques temps avec une fille de seulement 15 ans. Il parvient à la convaincre de se retrouver sur un parking près de chez elle. Seulement en arrivant sur place, elle se rend compte de loin qu'il n'a pas du tout 17 ans et s'enfuit. D'ailleurs, petit moment conseil pour tous les jeunes qui tomberaient sur cette vidéo. Si vous êtes mineur et que vous tombez sur un prédateur et que vous arrivez à fuir, s'il vous plaît, prévenez la police. Surtout qu'aujourd'hui, les autorités sont beaucoup plus réactives. Enfin, normalement. Si cette jeune fille avait dénoncé Chapman à ce moment-là, je ne peux pas m'empêcher de me dire que le drame aurait peut-être pu être évité. Donc c'est super important de signaler ce genre de choses. Imaginez juste une seule seconde ce qu'il serait capable de faire en liberté. Donc vaut mieux signaler le plus vite possible pour protéger tous les gens qui nous entourent. En voyant la jeune fille lui échapper, Chapman comprend qu'il doit changer de tactique s'il veut arriver à ses fins. Il a alors l'idée d'attirer de jeunes filles en prétendant être le père de Peter Cartwright. Ashley Hall est une adolescente bien élevée du nord de l'Angleterre. Elle vit avec sa mère et elle est l'aînée de 3 frères et sœurs. C'est une fille sans histoire, qui a des amis proches, des bonnes notes et une bonne relation avec sa famille. Elle étudie les soins pour les enfants et elle aide sa mère à prendre soin de ses autres frères et sœurs. Tout comme n'importe quelle personne de son âge, Ashley passe des heures sur Facebook. En 2009, Facebook était le site web des médias sociaux le plus prometteur. Ashley faisait partie des milliers, voire des millions de personnes qui étaient accros à cette application. En octobre 2009, Ashley reçoit une demande d'amitié de quelqu'un qu'elle ne connaît pas. C'est un jeune DJ de 17 ans qui répond au nom de Peter Cartwright. Sa photo de profil est une photo de lui torse nu. Le jeune homme est séduisant et elle lui porte de l'intérêt. Évidemment, Ashley est immédiatement attirée par lui. Ses amis diront d'ailleurs à ce sujet: Ashley était intéressée par les garçons, mais eux généralement ne s'intéressaient pas à elle. Si un garçon lui montre de l'attention, elle était susceptible d'être flattée. D'après les photos, Ashley était une adolescente en surpoids. Et on sait comment les adolescents peuvent être cruels et superficiels. Imaginez donc que vous n'êtes pas le genre de fille qui fait courir les garçons. Et soudain, un beau gosse s'intéresse à vous. N'importe qui aurait pu tomber dans le panneau. De plus, Chapman a bien préparé son coup. Ashley n'a aucune raison de se méfier. Il a 3000 amis, poste fréquemment et a beaucoup de photos. Ashley et Peter ont commencé à parler de plus en plus fréquemment et avec le temps, les conversations ont commencé à devenir affectueuses. Ashley commençait à vraiment aimer Peter et elle se mettra à parler de lui à tous ses amis. Ces derniers étaient excités parce qu'Ashley n'avait jamais vraiment parlé à un garçon. Ils trouvaient que c'était une excellente opportunité pour Ashley de trouver un petit ami. Sachant qu'en plus de ça, Peter semblait être
être un garçon ordinaire de 17 ans. Pour Chapman, Ashley était la victime idéale. Elle était pour lui naïve, inexpérimentée et rapidement séduite. Il va vite passer à la deuxième phase de son plan diabolique. Ashley et Peter prévoient de se rencontrer le 25 octobre 2009. Pour ne pas reproduire l'échec précédent, Peter va lui envoyer un premier message. Il va dire que si ça la dérange pas, c'est son père qui va venir la chercher. Quelques heures avant le rendez-vous, il envoie un dernier message. Mon père est en route, bébé. Il te dit d'avance qu'il s'excuse pour son apparence. Lol. Il n'a pas besoin de rentrer et de rencontrer ta mère, n'est-ce pas? Il va probablement ressembler à rien. Oh, et tu vas porter des sous-vêtements sexy pour moi, hein? N'oublie pas surtout. Je vous promets, plus je vous raconte cette histoire, plus ça me met dans un état de colère envers Chapman, vous imaginez même pas. C'est une personne dégoûtante, manipulatrice. Il a des idées plus que malsaines. Pauvre Ashley. J'aurais aimé qu'elle ne rencontre jamais un tel monstre. Bref, Ashley s'attend à voir un homme adulte un peu négligé. Comme ça, Chapman aura moins de risques de la voir s'enfuir comme la dernière. Il a même fait de son apparence une bonne excuse pour ne pas se présenter aux parents de la jeune fille. La pauvre Ashley est tellement excitée de rencontrer le bel adolescent qui lui envoie des messages d'amour sur internet que ce dernier message n'a pas levé un drapeau rouge dans son esprit. La jeune fille dit oui à tout et malheureusement elle y va les yeux fermés. À 19h30, elle demande la permission à sa mère de faire une soirée pyjama chez une amie. Sa mère lui fait confiance et lui demande simplement d'être de retour pour le déjeuner le lendemain. Ashley sort de chez elle. Devant la maison, elle monte dans une Ford bleu foncé. Elle ne sera plus jamais revue vivante. Après qu'Ashley soit montée dans la voiture de Chapman, on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé. La police a estimé que le prédateur avait assassiné Ashley dans les 2 heures suivant sa prise en charge. Il lui a imposé des actes sexuels et une fois fini, il a décidé de lui envelopper la tête entière de rubans adhésifs. Ashley, incapable de respirer, a été étouffée à mort. Suite au viol et au meurtre de Ashley Hall, Chapman jette le corps de l'adolescente dans un champ près de la A177. Ça se trouvait à proximité des services de Sedgefield dans le comté de Durham. Le lendemain vers midi, la mère d'Ashley, Andrea, l'attend. Le temps passe et l'adolescente ne rentre pas. Comme nous l'avons vu précédemment, Ashley était une jeune fille gentille et obéissante. Par conséquent, sa mère ne s'attendait à rien de mal. Elle suppose juste que sa fille est en retard et qu'elle n'allait pas tarder à rentrer. Après tout, Ashley a 17 ans et Andrea, la maman, voulait lui donner un peu plus de liberté et ne plus la contrôler comme un enfant. Andrea appelle et envoie des messages à Ashley, mais n'obtient évidemment aucune réponse. Elle finit donc par envoyer un message aux amis d'Ashley, qui lui révèle que sa fille était en réalité partie voir un garçon. Andrea, pris de panique, tente de joindre immédiatement sa fille, coincée quelque part entre colère et peur. Au 30e appel, quelqu'un décroche, mais ça, on va le découvrir juste après. Peter Chapman est un homme dangereux qui doit absolument se faire enfermer. Sinon d'autres personnes subiront le même sort. Il est temps d'enquêter et de l'arrêter. Banks. Revenons quelques heures avant ce fameux coup de téléphone. Après avoir abandonné le corps sans vie de sa victime, Chapman conduit en rond pendant des heures. Pourtant, encore une fois, il ne va pas avoir de chance. Une voiture de police l'arrête pour un simple contrôle. Les agents découvrent qu'il conduit sans assurance et le conduisent au poste. Une fois en cellule et alors que personne ne soupçonne de rien, il va demander de l'aide. À ce moment précis, il faut savoir que personne n'avait retrouvé le corps d'Ashley. Et là, on a un Peter Chapman pris de panique qui va avouer le meurtre. Dans un enregistrement de caméra vidéosurveillance, on le voit être escorté devant un comptoir où se trouvent plusieurs policiers. Peux-tu me répéter pourquoi tu as demandé de l'aide? J'ai tué quelqu'un hier soir. J'avais besoin de dire à quelqu'un où se trouvait le corps. Chapman amène les policiers devant un fossé juste à côté d'un champ. Il est près de l'endroit où sa voiture avait été arrêtée quelques heures plus tôt. Les agents découvrent le corps sans vie d'Ashley, au fond du ravin, complètement habillée. Au-dessus d'elle, le téléphone de l'adolescente qui ne cesse de sonner. L'un des policiers va décrocher le téléphone. Allô, qui est à l'appareil? Je suis la mère d'Ashley, qui êtes-vous? C'est la police. Nous venons de trouver ce téléphone sur un cadavre. Alors là, mettez-vous à la place de la pauvre mère. Elle découvre en direct que sa fille est morte. J'imagine même pas la tristesse énorme au moment de l'appel. Surtout le policier qui emploie le mot cadavre, il annonce direct la couleur. Le cœur de la pauvre mère a dû se déchirer en 1000 morceaux quand elle a appris tout ça. Ça fait vraiment de la peine, sérieux. Enfin bref, Ashley a été retrouvée entièrement vêtue, mais les analyses montrent rapidement qu'elle a été violée et qu'elle est morte par suffocation. Lors d'une fouille de la voiture de Peter Chapman, il retrouve le sac d'Ashley, ainsi que des restes de rubans adhésifs avec des cheveux encore dessus. La police investigue ensuite le compte Facebook de Chapman et découvre que la majorité de ses 3000 amis sont non seulement des jeunes filles, mais que la grande majorité sont des mineurs âgés de 13 à 17 ans. Il découvre des centaines de photos indécentes qu'elle pensait envoyer à un jeune garçon. Son adresse mail révélera qu'une centaine de jeunes filles avaient accepté sa demande d'amis le jour même où il a contacté Ashley pour la première fois. Le 8 mars 2010, Peter Chapman a plaidé coupable à l'accusation d'avoir tué Ashley Hall. Il a été condamné à la prison à vie avec un minimum de 35 ans. La mère d'Ashley sera interviewée en sortant du tribunal. Je vous laisse avec les images. I am glad justice has been done for my daughter today, even though it's not enough. But at least he pleaded guilty.
and he hasn't put me through a week of trial. God. Go on, you can do it. Just put a message out that please, parents whose kids are on Facebook, please ask them to tell you who they're talking to. You just don't know who behind that photo. Look what happened to my daughter. Yeah, we don't want anybody else to go through what we've gone through, do we? No, it's unimaginable what me and my family are going through. I've got 3 other children that probably won't have a life now because I'll never ever keep my eye off them. I'd also like to say thank you to the community and to all my friends for the support that they've given me through this. La détresse de cette mère est terrible, et ça nous rappelle que de nos jours, on a tendance à encore plus prendre à la légère ce genre de choses. Les dangers d'internet sont bel et bien réels et c'est toujours d'actualité. Si on fait quelques recherches, on tombe sur tellement de cas liés à internet, séquestration, viol, règlement de compte, enfin bref, c'est un outil qui peut devenir très vite dangereux. Ça m'a fait de la peine pour cette maman qui a perdu sa fille, arraché par un homme rempli d'idées sombres. Suite à sa condamnation, Peter Chapman est détenu à la prison de haute sécurité HM Frankland. Il s'agit de la plus grande prison de catégorie A du Royaume-Uni. Elle est située dans le comté de Durham, juste à côté de l'endroit où il a violé et tué Ashley Hall. En prison, Peter a écrit des lettres à un ami dans lesquelles il disait pourquoi il avait tué Ashley. Immersion. Cette nuit-là, j'ai complètement perdu la tête, car Ash ressemblait trop à une personne qui m'avait retourné le cerveau. Elle disait la même sorte de choses, et j'ai perdu la tête parce qu'elle voulait pas la fermer. C'est pour ça que j'ai mis le ruban adhésif sur sa bouche, juste pour qu'elle se taise. Je n'ai vraiment pas voulu ce qui est arrivé, mais je ne peux pas changer le passé. J'aimerais vraiment le pouvoir. Tout au long de sa vie, Chapman a montré une colère envers les travailleuses du sexe. Une haine qui s'agrandira envers toutes les femmes après 2 échecs amoureux. Le psychiatre Jeremy Coyd dira « Cela ressemble presque à une campagne planifiée pour exprimer sa rage contre les femmes. Il avait tout prévu. » Ici, je suis un peu en désaccord avec les propos du spécialiste, et vous allez comprendre pourquoi. Peter Chapman est clairement un prédateur de femmes, ça, c'est sûr. Sa haine envers les prostituées, ça nous pousse à se poser des questions. Qui était la mère de ce criminel? On pourrait se poser la question suivante. Était-elle une travailleuse du sexe? Et ce serait pas pour ça que Chapman a été abandonné à ses grands-parents? Imaginons que Chapman ait découvert la vérité sur sa mère au début de son adolescence. Ça expliquerait en partie ses premières agressions. Mais ce ne sont que des suppositions, et on ne connaîtra probablement jamais la vérité. Sauf si Chapman décide de se confier un jour, mais ça, on sait pas. Là où je diffère de l'opinion du psychiatre, c'est sur la préméditation du meurtre. S'il est évident que Chapman est un violeur en série et qu'il a piégé Ashley dans ce but, je pense qu'il n'a jamais planifié de la tuer, et ce pour 4 raisons. Chapman est sans abri, donc il n'a pas d'adresse et il est toujours en mouvement sur la route. Il utilise un faux compte Facebook sur des ordinateurs différents qui ne lui appartiennent pas. Au moment où il a violé sa victime, il aurait très bien pu la laisser en vie sans avoir peur d'être retrouvé. On a vu assez d'histoires de tueurs pour savoir qu'en général, ce sont des gens qui étaient préparés à tuer. Ils vont s'armer en conséquence et préparer tout ça minutieusement. Mais là, la seule arme qui a été retrouvée dans la voiture de Chapman, c'était du ruban adhésif. Ce fameux ruban qui a étouffé Ashley. Ça semble assez évident que ce ruban adhésif ne devait à la base servir qu'à attacher la victime et l'empêcher de crier. Je pense pas qu'il avait réfléchi à un plan pour la tuer et ça va se confirmer par la suite. La lettre envoyée à son ami quand il était en prison, où il a dit qu'il a tué la jeune fille, car elle ressemblait apparemment à une ex et parce qu'elle était en train de l'énerver avec ses paroles. Je pense que c'est quelque chose de précis qui a déclenché une vague de rage et qui l'a mené au meurtre. Et la réaction de Chapman après le meurtre est très révélatrice. Au lieu de dissimuler le corps et de fuir, comme l'aurait fait n'importe quelle personne prête à tuer, il rentre dans un état de choc. Il est totalement troublé, comme une personne qui vient de merder. Il est perdu. À ce moment-là, il laisse le corps sur place et il monte dans sa voiture. Il tourne ensuite pendant des heures sur la route à proximité, sans aucune raison. N'importe qui aurait essayé de partir loin. Lui, il était tellement choqué de ce qu'il venait de faire qu'il était incapable de réfléchir. Enfin, il avoue immédiatement les faits à la police, alors qu'il est simplement arrêté à cause d'un problème d'assurance auto. Dans tous les cas, le résultat est le même. Que Chapman l'ait voulu ou non, il a tué Ashley. Qu'il n'ait pas prémédité son geste ne ramènera jamais la jeune fille. Quelques jours après le meurtre, et alors que l'identité du tueur n'a pas été encore révélée, la mère d'Ashley a appelé au retour de la peine de mort pour les meurtriers. Elle dira toutes les choses suivantes. Peu importe qui il était, la personne qui a fait ça finira en prison et dormira dans un lit confortable avant de sortir un jour. Elle pourra vivre et respirer comme n'importe qui d'autre. Mais la vie de ma fille s'est arrêtée à 17 ans. La mienne aussi, car elle n'est plus là. J'aurais pu comprendre si Ashley était morte à cause d'une maladie, mais savoir que quelqu'un a pris sa vie est juste insupportable. Ashley était mon pilier. La mère d'Ashley a poursuivi tous les districts de police impliqués dans les agressions de Chapman. Mais aucune des allégations n'ont été suffisantes pour le tribunal. La police a ensuite admis que le cas de Chapman n'avait pas été traité en conséquence, et ils ont déclaré que c'était dû à un manque de ressources. À propos des réseaux sociaux, Andrea dira « Ashley n'était pas une mauvaise fille, elle n'était pas méchante, elle a fait une erreur et l'a payée de sa vie ». L'auteur Angela Clark dira «
C'est un très triste et tragique exemple de comment on peut créer une entière personnalité en ligne. Ashley était chez elle avec ses parents, dans un environnement où elle se sentait en sécurité. Pourtant, le danger est passé par Internet. Il y a 44 millions de personnes qui se connectent à Facebook tous les jours, seulement en Grande-Bretagne. Et parmi tous ces gens, il y a forcément un danger. Aujourd'hui, des cas comme celui-ci existent toujours, mais nous avons accès à beaucoup plus d'informations. En 2009, les gens n'étaient pas conscients des dangers liés à Internet, le fait de rencontrer un parfait inconnu. Mais depuis, tellement de choses se sont produites que les gens commencent à faire attention. Après la mort d'Ashley, le 3 mars 2010, Facebook a averti les utilisateurs de moins de 18 ans de ne pas rencontrer de personnes sur Internet et a donné des conseils sur la manière de rester en sécurité en ligne. Ils ont également déclaré qu'ils étaient profondément attristés. L'école d'Ashley a également créé une brochure intitulée « Règles d'Ashley », dans lequel il conseille aux gens de faire attention lorsqu'ils rencontrent des étrangers en ligne. Pour finir, en 2010, Chapman est attaqué par un codétenu et est emmené à l'hôpital. Le grand-père d'Ashley dira « Enfin une bonne nouvelle ». Chapman n'a que ce qu'il mérite. Je ne pense pas qu'il mérite d'avoir des droits. Je pense que la plupart des gens seraient d'accord. S'il veut se comporter comme un animal, il doit être préparé à être traité comme tel. Si je pouvais envoyer une bouteille de whisky à celui qui a fait ça, je le ferais. Ainsi se termine cette affaire sur le meurtre de Ashley Hall. Cette vidéo est en quelque sorte un hommage pour une jeune fille partie bien trop tôt. Les dangers d'internet, on en entend toujours parler, donc je trouvais ça super important d'en faire un sujet. Et notamment sur le cas de Peter Chapman, un criminel rempli de vices, manipulateur, qui va finalement tuer cette pauvre fille. Sans parler du fait qu'il ciblait des mineurs. C'est vraiment dégueulasse de voir ce que certaines personnes sont capables de faire. Bah putain, c'était pas une histoire des plus joyeuses. Ça non. J'avais une question justement. Vous en pensez quoi des réseaux sociaux? Là, je pose la question aux parents qui me regardent et aux futurs parents aussi. Vous trouvez que c'est une bonne chose les réseaux pour un enfant ou au contraire ça devrait être interdit? J'aimerais beaucoup avoir votre avis personnel dans les commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez car ça m'intéresse. Sur ce, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Je vais vous dire à très bientôt, prenez bien soin de vous et vos proches, c'était Mogota.